Son matricule est gravé à jamais. 18 244, c'est ça. Il n'y avait pas de nom, on m'a appelé 18 244. Tout le temps. Tout le temps. Agnès Zini a 22 ans quand elle descend du train qui l'a conduite à Auschwitz, comme des milliers d'autres juifs. Elle vient de Slovaquie avec sa mère et immédiatement elles comprennent qu'elles sont promises à la mort. Ma mère, elle s'est fait copine avec une Polonaise qui était déjà juive polonaise. Et elle a dit, mais ils n'ont pas pu tuer tous les enfants, il doit en rester. Et elle lui a répondu, regarde le ciel, est-ce que tu vois un oiseau? Un oiseau ne supporte pas les hommes brûlés, l'odeur des hommes. Il n'y a aucun oiseau qui est au-dessus d'Auschwitz. C'est par miracle qu'Agnès Zini et sa mère ont survécu. Sa sœur, enceinte de 6 mois, a été gazée dès son arrivée quand, à son tour, elle a été envoyée à Auschwitz. Son père, fusillé dans le camp de Sobibor. Longtemps, Agnès Zini s'est rendue dans les écoles pour raconter ce qu'elle a vécu. À 97 ans, elle n'en a plus la force. Et si l'actualité parfois l'inquiète, elle sait qu'elle peut compter sur son petit-fils, général dans l'armée israélienne, pour la protéger et défendre son pays d'adoption. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Nous venons tout de suite de regarder ensemble, de suivre ensemble le témoignage d'une femme qui a survécu là-bas à Auschwitz. Je vais maintenant vous faire visiter l'endroit et en vous partageant aussi les différentes parties de cet endroit et aussi en vous donnant quelques informations en rapport avec Auschwitz. Et si vous avez d'autres questions à poser, il serait mieux de laisser cela en commentaire. Et puis, il serait mieux de partager avec les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il serait mieux de le faire pour pouvoir continuer à développer notre famille d'amis de sagesse. On va visiter cet endroit ensemble. On va découvrir différentes parties de cet endroit. Pourquoi cet endroit a été construit? Qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Est-ce que vous avez entendu parler de Auschwitz? C'est en Pologne. Qu'est-ce que les Allemands ont fait là-bas? Pas tous les Allemands, bien sûr. Il y avait les nazis qui ont fait cela. Pourquoi ils ont fait tout cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être que vous avez entendu parler du génocide des Juifs. Comment ça s'est passé? Tout cela, on pourra développer ensemble. Je vais vous faire découvrir l'endroit là. Et puis, si vous avez autre ajout, il serait mieux de nous donner un commentaire. On va voir tout cela ensemble. Auschwitz demeure l'un des symboles les plus sombres du XXe siècle, un lieu où l'efficacité industrielle s'est alliée à la destruction morale de l'homme. Situé près de la ville polonaise, le camp d'Auschwitz fut le plus grand et le plus redoutable des camps de concentration et d'extermination nazis entre 1940 et 1945. Plus d'1,1 million personnes y furent assassinées, dont l'immense majorité des Juifs. Auschwitz représente l'aboutissement du projet idéologique nazi, l'anéantissement total de peuples entiers au nom d'une prétendue pureté raciale. Les Allemands pensent que ce sont les seuls humains, que ce sont les seuls qui sont purs, alors il fallait exterminer les Juifs. On les faisait arriver là-bas et on les assassinait, on les faisait mourir. Mais quelle sorte de mort, comme vous allez découvrir, c'est une mort ignominieuse, c'est une mort que tout le monde ne peut pas aussi vouloir mourir comme ça. Nous allons réfléchir à propos de cela en regardant à propos de l'historique de là-bas pour comprendre ses origines et son fonctionnement. Et du point de vue philosophique, qu'est-ce que ça nous apprend? Et même pour réfléchir à la nature du mal et de la responsabilité humaine de ce qui nous arrive. Et du point de vue aussi moral et théologique pour interroger la foi et la mémoire après la
catastrophe qui a eu lieu là-bas. Il y a eu pas mal de choses mauvaises qui se sont déroulées là-bas. Pourquoi toutes ces choses ont eu lieu? Pourquoi l'homme peut-il arriver à exterminer l'autre de cette façon? Ici, c'est un endroit pour la commémoration, c'est un endroit pour se rappeler presque 1 million de Juifs qui ont été assassinés là-bas, plus d'1,1 million personnes qui ont été assassinées là-bas. Oui, oui. Et du contexte historique et développement du camp. Le camp d'Auschwitz fut créé en mai 1940, peu après l'invention de la Pologne par l'Allemagne nazie. À l'origine, il devait servir à interner les prisonniers politiques polonais et les opposants au régime. Rapidement, il est devenu l'un des principaux instruments de la solution finale, le plan nazi visant à exterminer le peuple juif d'Europe. Le complexe se composait de 3 parties principales. Comme on va visiter là-bas, il y avait 3 parties principales. La première partie, c'était Auschwitz, première partie bien sûr, à Stammlager, le camp initial, centre administratif bien sûr, où furent détenus intellectuels, prêtres et résistants polonais. On y pratiqua les premières ils ont eu là-bas l'expérience de pouvoir, ils ont fait l'expérimentation aussi du gaz Zyklon B. À cet endroit-là, la première partie de Auschwitz première, c'est là où on a fait l'expérimentation du gaz Zyklon B pour pouvoir, ça va réussir. Et il y avait la deuxième partie à Auschwitz de Birkenau, construit en 1941. Il fut transformé en centre d'extermination équipé de chambres à gaz et de 4 grands crématoires. On va maintenant éliminer l'autre être humain par la mort, mais de quoi? De la mort avec crématoire. Comment l'être humain peut arriver à penser à éliminer l'autre de cette façon, à exterminer une autre race de cette façon? On va tout voir. Auschwitz III, alors, qu'on appelle Monowitz ou Buna, camp de travail forcé au service de la société chimique allemande, Idfaben, où les détenus produisaient du caoutchouc synthétique dans des conditions inhumaines. Donc, il y avait le troisième endroit, là où les personnes faisaient des travaux forcés, les détenus alors produisaient du caoutchouc synthétique pour pouvoir, bien sûr, pour les Allemands. L'administration gérait ces camps avec une précision bureaucratique glaçante. Les prisonniers perdaient leur nom pour un numéro, comme nous avons vu pour cette femme. Il y avait des numéros condamnés qui étaient tatoués sur les bras, symbole de la déshumanisation totale. Donc l'homme n'a plus le nom, c'est avec des chiffres. L'historien Raoul Haberg de 1961 a montré que la Shoah fut une opération rationnellement planifiée, non pas un déchaînement de violence chaotique, mais un système administratif d'extermination qui était déjà prévu, comme on dit, avec symbole de la Shoah et limite de l'humanité. C'est ce que nous voulons voir maintenant. Alors, c'est une chose qui a été bien préparée. On a préparé ce génocide. Les nazis ont bien planifié et préparé ce génocide. Et mécanisme de l'extermination. Auschwitz-Birkenau, l'autre numéro 2, fonctionnait à la fois comme camp de travail et usine de mort. À leur arrivée, les déportés étaient triés sur les cailloux de la gare. Les médecins SS décidaient qui pouvait être exploité pour le travail et qui devait être envoyé directement à la mort. En moyenne, 75% des arrivants
été gazés immédiatement. Donc, ce qui est arrivé, on trouvait qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir continuer à faire ces travaux. Alors, on les exterminait tout de suite. 75%. Alors, 25% qui restaient allaient bien sûr être choisis pour aller continuer des travaux forcés. Mais à la fin, c'est la mort qui les attendait aussi. Alors, le gaz utilisé était le Zyklone B, tué en quelques minutes dans des chambres hermétiques. Le corps était ensuite brûlé dans des crématoires ou dans des fosses à ciel ouvert. Cette organisation, d'une efficacité macabre, illustre la fusion tragique entre la modernité technique et la barbarie morale, tu vois. On avance dans la technologie, mais la barbarie aussi humaine avance. Oui, la technologie est là, mais on a découvert comment on peut tuer une personne. Mais aussi, il y a quoi? Il y a la barbarie morale qui est déjà installée. Le sociologue Zygmunt Bauman de 1989 dans Modernité et Holocauste souligne qu'Auschwitz ne présente pas un retour à la sauvagerie primitive, mais une conséquence logique de la modernité. Rationalisation, division du travail, obéissance bureaucratique et désensibilisation morale. C'est ça qu'il nous explique, ce qu'il arrive à dire. Tu vois, les endroits séparés comme ça. Alors, à cela s'ajouteraient les expérimentations médicales menées par le docteur Joseph Mengele sur des jumeaux, des femmes enceintes et des personnes handicapées. Une science pervertie par l'idéologie. On faisait bien sûr maintenant des expérimentations sur des femmes enceintes, sur des enfants, sur des jumeaux et les handicapés, comme si ce ne sont pas des humains. Et tu vois là où dormaient des personnes. C'est ici qu'il y a des prisonniers. Ce sont là où c'est comme des lits, là où les gens étaient attassés. Ce sont des étagères, ce ne sont pas des lits comme ça. Des personnes étaient entassées comme ça. Mais bien sûr, en attendant la mort, quelle mort? Quelle mort? Déjà entendu, tu vois là où les personnes dormaient. Mais à ce qui concerne comment ils arrivaient là-bas, ils arrivaient aussi dans des trucs. Ils n'avaient pas là où pour les faire leurs besoins. C'est dans des seaux ou autre chose. Mais là, tu vois, ici c'est l'entrée principale. Là on entre. Walk City. Ce qui veut dire que le travail vous attend. Unlike the wooden blocks of Auschwitz-Birkenau, the first prisoners of Auschwitz I were housed in converted Polish military barracks made of bricks. Blocks were designed to hold 700 prisoners, but in reality housed closer to 1,200. C'était bien construit pour pouvoir exterminer l'être humain, pas pour l'avancement de l'être humain en général. L'homme, qui est-il? Il y avait des endroits où tu ne pouvais pas passer. Lorsque tu arrives là-bas, c'était bien contrôlé. Tu ne pouvais pas trouver de la place pour pouvoir au moins échapper. Il n'y avait pas de possibilité d'échapper. Alors, vivre et mourir à Auschwitz. Pour ceux qui échappaient temporairement à la The Auschwitz Museum holds more than 40,000 pairs of shoes, 14,000 pounds of human hair, which we weren't allowed to photograph, 3,800 suitcases, 350 striped camp garments, eyeglasses, and countless other personal items. Si c'était un homme de 1947 décrit Auschwitz comme une machine gigantesque destinée à nous réduire à l'état de bête. Donc c'était une machine qui était préparée à réduire les Juifs à l'état qui est l'état de bête. Malgré tout, certains détenus conservaient des gestes d'humanité, partageaient un morceau de pain, récitaient une prière, aider un camarade malade. Comme je vous dis, dernièrement dans l'autre vidéo que j'ai déjà faite, il y a un certain, il y a l'autre prêtre qui a déjà donné sa place. C'est comme s'il a décidé de mourir pour l'autre. Il a décidé de mourir.
a décidé de mourir. Il y a Maximilian Kolbe qui a décidé de mourir pour l'autre personne, tu vois. With guard towers, barbed wire, electrified fencing, and concrete slabs to prevent prisoners from tunneling underground, Auschwitz was nearly escape-proof. Vous pouvez partager un morceau de pain et réciter une prière ensemble. Alors, le psychiatre Viktor Frankl, lui-même rescapé, écrit donc « Découvrir un sens à sa vie » de 1946. On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. Donc ce qui est là est que l'homme est libre dans toutes choses qui peuvent lui arriver, il est à mesure donc de choisir. Il y a la liberté de choisir dans toutes les circonstances, il est à mesure de choisir. C'est ce que même ce témoignage rappelle que même dans la déchéance absolue, la dignité humaine pouvait survivre. Donc la dignité humaine pouvait survivre. Ici, c'est là où on a exécuté, bien sûr, des gens, donc ici, on les assassinait. Alors, pas mal de gens. Perhaps the most surreal thing about visiting Auschwitz is the lack of birds. We did not hear a single bird sound during our entire visit. Vous allez découvrir comment l'être humain est très mauvais. Alors, l'être humain est mauvais. On va découvrir, on va continuer à ouvrir à Auschwitz, c'est au sud de la Pologne, tout près de Slovaquie, Ukraine et Tchèque République. Alors, c'est les camps de nazis de concentration au cas Auschwitz. Alors, l'endroit là où on exterminait des gens. Oui. C'était vraiment grave à l'endroit là. Alors, il y a la réflexion philosophique et théologique que nous pouvons amener sur le problème du mal. Auschwitz pose une question radicale. Comment un être humain peut-il infliger tant de souffrance à un autre être humain? Mais avant d'y arriver, tu vois que ce sont des routes, le train, l'endroit là où ça passe. On avait construit pour pouvoir exterminer les humains. C'est grave, abominable. C'était bien protégé. La tour de contrôle. Tu vois, ce sont des ruines de là-bas. À Birkenau, comme je vous ai dit, c'est deuxième endroit, c'est là où, bien sûr, on a construit en 1941, qui fut transformé au centre d'extermination, équipé de chambres à gaz et de 4 grands crématoires. Alors, comment alors l'être humain peut-il infliger tant de souffrance à un autre être humain? La philosophe Hannah Arendt, dans Eichmann à Jérusalem en 1963, forge le concept de la banalité du mal. Les pires crimes ne sont pas toujours les faits des monstres, mais d'individus ordinaires, incapables de penser moralement leur acte et obéissant sans pouvoir, sans conscience. D'un point de vue théologique, Auschwitz bouleverse la foi. Où est Dieu dans un monde où l'enfant innocent meurt dans la chambre à gaz? L'écrivait Elie Wiesel dans La Nuit, dans ce livre qu'il appelle La Nuit de 1958, il relate la pendaison d'un enfant et écrit: où est Dieu? Où est-il? Le voici suspendu ici, sur cette potence. Donc Dieu aussi est suspendu là-bas. Cette phrase symbolise la mort de Dieu dans la conscience de beaucoup, mais aussi la présence mystérieuse d'un Dieu souffrant avec l'homme. La théologie après Auschwitz ne peut plus parler de Dieu sans évoquer le silence, la douleur et la responsabilité humaine. Donc, où est Dieu dans la souffrance? J'ai fait une autre vidéo aussi à propos de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal? Si Dieu existe, pourquoi Dieu laisse les êtres humains souffrir alors qu'il est à mesure de tout faire? Dieu est à mesure de tout faire. Dieu est omnipotent, omniscient.
Il connaît ce qui va venir. Pourquoi Dieu n'a pas empêché tout cela, alors qu'il a mesure de tout faire? Peut-être que vous aussi, vous pouvez vous poser la même question. Où était Dieu? Était Dieu en séjour? Pourquoi Dieu a laissé les êtres humains mourir comme ça, alors qu'il était en mesure de tout arrêter? Vos commentaires. Et si vous avez aussi quelque chose à ajouter, c'est remis de laisser un commentaire. Avez-vous des réponses à propos de la souffrance et du mal? Vous avez trouvé Dieu, car l'homme souffre, car les innocents meurent. Dieu se trouve où? Des innocents vont mourir comme ça. Des enfants, des vieux, des femmes enceintes. Pourquoi Dieu laisse tout cela comme ça? Alors, vous voyez une grande espace qui était réservé à quoi? Réservé à faire mourir l'être aimant. On pouvait construire des écoles, on pouvait construire des hôpitaux, on pouvait construire des églises, on pouvait construire des industries. Mais les nazis ont pensé à construire l'endroit pour exterminer les Juifs. Ils ont pensé à exterminer les Juifs. Un endroit pareil, ça fait du mal. C'est regrettable pour l'être aimant. Mais aussi, si on se demande où se trouvait Dieu, bien sûr, c'est une question à se poser. Est-ce qu'on peut facilement trouver la réponse, même si on dit que c'est le silence, la douleur et la responsabilité humaine qu'il faut apporter dans la théologie? Mais pourquoi ces gens-là, ils priaient et Dieu n'a pas écouté leurs prières? Dieu n'a pas exaucé leurs prières. Il les a abandonnés comme ça. Peut-être en posant cette question, vous allez me dire que c'est manque de foi. Non, ce n'est pas question de manque de foi. Ce n'est pas manque de foi. Si je me demande pourquoi Dieu laisse l'être et moi souffrir comme ça, parfois nous disons que tout pouvoir vient de Dieu. Si tout pouvoir vient de Dieu, est-ce que même le pouvoir qui n'est pas du tout bon pour l'être humain vient de Dieu? Ou bien c'est une façon qu'on a utilisée pour pouvoir dominer la terre? C'est ce qu'on a utilisé pour pouvoir dominer la terre, peut-être, je ne sais pas. Vos commentaires. Est-ce que nous avons quelle responsabilité? Nous avons mémoire à faire. Et l'avenir? Est-ce que les Juifs, aujourd'hui, peuvent arriver au moins à se réconcilier avec des Allemands qui ont fait cela? Est-ce qu'on peut oublier ce qui s'est passé là-bas? On va ensuite suivre. Alors, 1945, c'était la libération d'une autre personne. Alors, pour nous, ça voulait dire aussi la libération. Mais ce n'était pas si simple. Parce que il y avait les capots, les chefs de bâtiment, tout ça, qui avaient pris ces mauvaises habitudes de massacrer, de taper, de liquider les pauvres gars, etc. Et qui, jusqu'au bout, ont joué ce rôle. Et ce qui fait qu'on a encore là perdu du monde. Mais nous, sur les 1175 qu'on a été déportés, on est rentré à 19, je crois. Bon, on a ressenti une certaine libération quand même, mais on était dans un tel état qu'on réagissait à peine. Parce que, vous savez, quand on pesait 70, 72 kilos quand on est arrivé, c'était mon cas, je faisais du sport, je courais en vélo, etc. J'étais costaud, j'étais solide. Et quand on est arrivé on arrivait à peser la moitié, quoi, à 35, 36 kilos, les choses ne sont pas les mêmes, y compris les réactions, y compris le fonctionnement du cerveau n'est pas du tout le même. On est vraiment affaibli d'un bout à l'autre et c'était une période vraiment difficile. Mais enfin, il y avait aussi le fait qu'on commençait à respirer un peu d'air frais. On disait, ça y est, c'est fini, on nous a mis dans les wagons selon la région où on allait. Et puis après, ils nous ont mis dans les wagons, et puis débrouillez-vous. Hein. On était donc, je rentrais sur Rouen, on devait être, je sais pas, 3 ou 4 peut-être.
Et on avait perdu quelques centaines de copains. Et quand c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors bon, bah, à l'arrivée, il y avait les ambulances qui nous attendaient. Et alors, bah, ils nous conduisaient à l'endroit où on leur disait. On conduisait donc, pour ce qui me concerne, chez les parents. Et puis après, alors, il y avait l'arrivée à la maison. Ça a été différent pour les uns et pour les autres, hein, parce que les parents étaient différents les uns des autres, bien sûr. Mais moi, je suis arrivé chez moi, petit matin, vers 11h, je crois, 16h là. Et ma mère était là. Ma mère travaillait dans le textile, là, elle devait travailler, ils avaient des journées de chômage, tout ça. Ma mère était là. Ça a été là. Et puis le soir, mon père, il faisait très dur, il faisait des réparations à bord des navires, des chaudronniers, il faisait des boulots très très durs, etc. Mais il était aussi très très ferme. Hein. Alors il est arrivé le soir. Bah, te voilà toi? Bah, d'où t'arrives? C'était assez sympathique, quoi. Parce qu'il était comme ça, et ça, je savais que les choses allaient se passer. J'imaginais que les choses allaient se passer comme ça. Bon, ça s'est arrangé quand même. Alors j'avais été convoqué au commissariat de police. D'une part, j'avais été au commissariat de police parce qu'il y avait des gens qui avaient demandé. Alors, je suis convoqué, je me suis beaucoup interrogé à savoir si j'y allais. J'ai dit, bon, si ça peut rendre service à des gens, autant y aller. Alors j'y suis allé. Et puis, au moment où j'entrais dans le bureau du commissaire, peu de temps après, il commençait à me parler, tout ça, et il y a cet individu, un des individus qui était venu m'arrêter, qui entre. Alors, j'ai sursauté, j'ai dit, mais avec mes 35 kilos que je me pesais, j'ai sursauté, j'ai dit au commissaire, demandez-lui à ce flic-là, qu'est-ce qu'il a fait, où il a passé sa nuit du 21 octobre 41, etc., etc. J'ai fait un barbouf là-dedans. Il dit, bon, écoute, monsieur, calmez-vous. Il l'a fait sortir. J'espère que vous avez très bien suivi le témoignage de cette personne qui a survécu là-bas. On va continuer à voir les autres endroits, en continuant avec envoyer aussi mémoire qu'il faut faire, responsabilité et avenir. Le 27 janvier 1945, l'armée soviétique libéra Auschwitz. Environ 7000 survivants furent retrouvés. À bout de force, le monde découvrit alors l'ampleur du génocide depuis 1947. Auschwitz est devenu un musée et un lieu de mémoire. Visité par des millions de personnes, les baraques, les rails, les valises, les chaussures et les cheveux exposés et témoignent silencieusement de l'horreur passée. Il y a tant de valises, tant de chaussures, comme vous avez vu, il y a des rails, bien sûr, puisqu'ils arrivaient là-bas dans des traits de l'époque. Alors, des cheveux suspendus, ils vont te montrer quoi? Ils vont témoigner silencieusement l'horreur qui est déjà passée. Mais ce souvenir ne suffit pas. Il faut tirer les leçons. Comme le disait Primo Levi, cela s'est produit, donc cela peut se reproduire. Comme il y a eu la possibilité que ça s'est produit, ça peut aussi se reproduire encore, puisque c'est l'homme qui a fait cela, et l'homme existe encore. Et l'homme a fait cela contre l'autre homme. Ce qui veut dire que ça peut se faire. Si ce n'est pas en Pologne, ça peut se passer ailleurs. Et comme vous avez vu, Rwanda, ça s'est passé après, je peux dire, une quarantaine d'années, ou bien une cinquantaine d'années comme ça, en 1994. Il y a eu le génocide perpétré contre les Tutsis. Rwanda. Tu vois, ce que disait Primo Levi, qui disait que faire mémoire, se souvenir ne suffit pas, puisque cela s'est produit, donc cela peut se reproduire. C'est ce qu'il dit, que ça peut se reproduire encore. La mémoire d'Auschwitz impose à chaque génération un devoir moral, éduquer, réfléchir,
dénoncer l'indifférence et défendre la dignité humaine. Auschwitz n'est pas seulement un lieu du passé, il est le miroir de ce que l'humanité peut devenir lorsqu'elle abdique sa conscience, lorsque la science est abdiquée, et il révèle la fragilité de la morale face à l'idéologie et la puissance du mal quand la raison se fait instrument de destruction. Mais Auschwitz rappelle aussi la force de la mémoire et de la dignité humaine. Face à l'oubli et au négationnisme, et au négationnisme, la parole des survivants demeure un cri de vérité. Comme vous avez vu, on a seulement pris 2 expériences de témoignages là-bas. Il y a des autres personnes qui te donnent des témoignages. Alors, autre chose en est qu'il y a un cri qui demeure de vérité des survivants. Et se souvenir d'Auschwitz, c'est refuser la répétition du mal, c'est choisir la vie contre la barbarie, c'est enfin défendre inlassablement l'humanité de l'homme. C'est défendre inlassablement l'humanité de l'homme. Alors, vous voyez comment là où l'homme peut arriver. Peut-être que vous aussi, vous avez des autres vidéos à proposer aux autres personnes. Il serait mieux de laisser un commentaire. Peut-être que vous avez aussi des témoignages à donner. Il serait mieux de nous donner ces témoignages. Peut-être que vous avez des conseils à donner. Des autres conseils à nous donner. Il serait mieux de nous laisser un commentaire. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec les autres ce que vous avez trouvé ici. Tu vois, là où on faisait mourir des humains, par la pendaison aussi, il y avait beaucoup de moyens de faire tuer déjà. Ici, on te dit block of death, bloc de la mort. Bloc de la mort. Ici, alors, il y a aussi le mur, ici, avec l'arme à feu, on tuait déjà. Ici, c'est l'autre endroit, comme je vous dis, crématorium, chambre à gaz. Tu vois à l'intérieur du crématorium, chambre crématoire. L'homme pense à ces choses, pense à exterminer l'autre humain. Tu vois, ici, beaucoup de prisonniers, des milliers de prisonniers étaient transportés par train. En venant d'Allemagne qui était occupé par l'Europe et faisaient des jeux de nuit là-bas et même des semaines. Ils n'avaient pas de quoi manger. Ils étaient comme des animaux et ils n'avaient pas d'endroit pour s'asseoir. Ils n'avaient pas de quoi manger. Il n'y avait pas de toilettes. Il y avait des seaux. Tu vois, ce qui les transportait, ils étaient envoyés là-bas pour mourir là-bas. Ils étaient aussi, on les a levé les cheveux. Donc, ils étaient coiffés. Des prisonniers qui avaient crématoire. Et les autres, on les disait qu'on va les faire quoi? On va les laver. On va faire donc, c'est comme si on va faire quoi? Douche. On va faire douche. On va se laver. Alors qu'on les envoie au crématoire, on les disait, on va faire quoi? On va sous la douche. Comment c'était les chambres là où on dormait? Grave. Voici un monument international qui est construit à Birkenau. Il y a un monument qui est là. Tu vois. Merci de m'avoir suivi. C'est un mieux de partager. À nous revoir.